Bienvenue dans l'Œil au Clébar, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie près de Genève. Je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec Dome Pharma, laboratoire vétérinaire engagé depuis plus de 40 ans en ophtalmologie vétérinaire. Un grand merci à eux pour leur soutien et la totale liberté sur le contenu proposé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 6 sur la luxation du cristallin dans l'Œil au Clébar. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir d'accueillir une collègue qui travaille au Québec, donc c'est Cécile Briffaut. Bonjour Cécile. Salut. Alors Cécile, toi, t'as un cursus un peu particulier puisque tu es française à l'origine, t'es née dans les Vosges, tu as émigré dans le sud-ouest par la suite et tu es diplômée du Collège européen d'ophtalmologie, donc française à la base, et tu as fait tes études donc à l'école vétérinaire de Toulouse, et ensuite t'es un peu tombée en amour pour le Québec où t'as fait tout ton cursus post-universitaire. Actuellement, Cécile, elle travaille au centre vétérinaire Rive-Sud, près de Montréal, et tu travailles là-bas depuis 2017, c'est ça ? Eh oui, c'était exactement ça. Alors moi, ma première question que je pose à tous les intervenants dans ce podcast, pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de faire de l'ophtalmologie en particulier ? Je trouve que c'est une bonne question parce que c'est une question qu'on nous pose aussi souvent dans la vie de tous les jours. Puis ça m'a permis d'y réfléchir quand même depuis déjà plusieurs années. Je pense que ça a commencé même avant que je veuille être vétérinaire. J'ai toujours aimé tout ce qui était physique, réfraction de la lumière. Ça me passionnait déjà. Puis de fil en aiguille, je suis rentrée en école véto. J'ai rencontré Docteur Régnier qui a juste confirmé cette passion-là pour l'œil. Et puis de fil en aiguille, on a fait la formation, j'ai fait la résidence. Puis maintenant, je ferai rien d'autre probablement que ça de ma vie. Et pourquoi le Québec ? Bonne question aussi. C'est parce que avec les études en France, on a un moyen de faire un échange en dernière année pour aller à la faculté de Saint-Hyacinthe, qui est l'université qui est pas très loin de Montréal. Donc j'ai fait ma 5e année là-bas, et puis j'ai rencontré l'ophtalmologiste de la faculté. On a eu comme un petit coup de cœur humain, puis j'ai fait mon internat là-bas, j'ai eu la chance de faire ma résidence là-bas, et puis encore une fois, question d'opportunité, j'ai eu des belles rencontres qui m'ont permis d'avoir un beau projet professionnel. C'est votre chien, Doc. Ce soir, on est là pour parler du cristallin. Est-ce que tu peux déjà expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est que le cristallin ? Oui, le cristallin, c'est un des milieux transparents qui constitue l'œil. Donc, moi, j'aime bien dire aussi bien aux étudiants qu'aux propriétaires que c'est une espèce de lentille biconvexe, un peu comme qui a une forme de Smarties, hein, donc vraiment une sphère aplatie qui a une enveloppe un peu plus compacte et puis un intérieur un petit peu plus mou. Il est vraiment localisé centralement dans l'œil. Il va être entouré de manière antérieure par la face postérieure de l'iris. L'iris, c'est ce qui va donner la couleur aux yeux. Et puis, plus postérieurement, il va être bordé par ce qu'on appelle le vitré. Puis le vitré, c'est vraiment un espèce de gel transparent qui donne aussi sa forme à l'œil. Et ce vitré-là va être quand même assez proche du cristallin parce qu'il y a quelques petits attachements qui existent entre lui et le cristallin. Ces attachements-là, ils ont un petit nom savant, on appelle ça des attachements hyaloïdo-capsulaires. Puis pourquoi ils sont importants? C'est parce que ils ont tout un rôle à jouer dans des maladies ou des chirurgies qu'on va avoir à traiter. Et pour ce qui est de ce qu'on appelle l'équateur du cristallin, c'est-à-dire la périphérie du cristallin, lui, il va être en relation avec ce qu'on appelle des zonules. C'est vraiment comme des petites structures, des petits filaments élastiques qui sont attachés autour du cristallin et qui vont se rattacher à une autre structure dans celui-ci qui s'appelle le corps ciliaire, qui est vraiment une structure localisée en arrière de l'iris. Pour ce qui est de son rôle, bon, moi je le vois vraiment, et puis c'est ce qu'il est, c'est une loupe souple qui va nous permettre de converger les rayons lumineux vers la rétine et donc permettre la formation des images. Puis c'est lui qui va vraiment être responsable de la mise au point de l'œil. Donc c'est ce qu'on appelle finalement l'accommodation, hein. C'est lui qui va nous aider à pouvoir fixer nettement une image, bien que ce qu'on regarde soit plus ou moins loin de notre œil. Donc c'est vraiment
une structure dans l'œil qui est fondamentale. Est-ce qu'il y a des différences entre notre cristallin à nous et le cristallin de nos animaux de compagnie? Oui, un petit peu. On n'a pas exactement la même propriété de réfraction de la lumière. On n'a pas nécessairement la même taille de cristallin en fonction des espèces. Donc, sensiblement même rôle, même structure, mais des formes qui peuvent être un petit peu différentes en fonction des espèces. Et au niveau de ces interrelations dans l'œil, qu'est-ce qui fait sa stabilité finalement au niveau de l'œil? Tu parlais du vitré qui le maintenait à l'arrière, les fibres de zonule qui l'attachent, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on a vraiment le gel transparent, ce vitré-là qui le maintient et évite qu'il bascule vers l'arrière. Et puis, on a ces fibres élastiques qui le maintiennent en place, qui sont fondamentales pour que le cristallin reste au centre, parce que sinon, il pourrait avoir un petit peu plus de mouvement à l'intérieur de l'œil, puis ces mouvements-là pourraient nuire à la vision de tous les jours. Oui, parce qu'il y aura un tremblement permanent en fait du cristallin. Exactement. Donc finalement, qu'est-ce qui peut faire que ton cristallin ou un cristallin d'un animal va pouvoir basculer finalement au niveau de l'œil? La majorité du temps, c'est parce que ces fameuses zonules vont être altérées. Puis elles peuvent être altérées soit parce que elles n'ont pas eu un développement qui est normal, soit parce qu'elles dégénèrent ou qu'elles se cassent. Et donc ces altérations-là vont générer un déplacement du cristallin. On va parler de subluxation si le déplacement est partiel, ou on va parler de luxation lorsque le déplacement est complet à l'intérieur de l'œil. Le vétérinaire! Non! Non, 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 non! C'est pas cool! Tu m'as piégé! Pour les propriétaires qui nous écoutent, qu'est-ce qui doit les inquiéter ou qu'est-ce qui peut les mettre sur la piste si leur animal présente une luxation du cristallin? Ça dépend un petit peu du caractère averti ou non du propriétaire. Il y a des propriétaires très avertis, très minutieux, qui vont justement voir ce petit tremblement du cristallin ou même le tremblement de l'iris lorsqu'ils voient leur animal, lorsque la tête de l'animal bouge. C'est quand même pas la majorité des propriétaires, mais ça m'est quand même arrivé d'avoir des propriétaires qui consultaient pour cette raison. Mais sinon, ça va plutôt être lorsque les signes vont être un peu plus importants que les propriétaires vont s'inquiéter. Ils vont noter une baisse de vision, par exemple, un changement de l'aspect de l'œil, soit parce qu'il y a un voile blanchâtre ou bleuté à la surface de l'œil. La cornée qui normalement est transparente peut devenir complètement bleutée à cause d'une luxation. On peut avoir aussi l'intérieur de l'œil qui devient tout blanc. Puis là, c'est parce que le cristallin est devenu opaque, donc a développé une cataracte. Ça aussi, ça va nécessiter et inquiéter les propriétaires, ce qui va nécessiter la consultation. Un œil rouge aussi. Un cristallin qui se déplace, on comprend bien que ça doit irriter un petit peu l'œil et donc favoriser de l'inflammation et de la rougeur oculaire. Et puis de l'inconfort qui peut se manifester de manière variable. Par exemple, un chien qui va émettre des gémissements en fonction de la position de sa tête, un chien qui va se frotter l'œil ou qui va larmoyer de manière trop importante. Puis même parfois, on a des chiens qui vont être plus tranquilles, voire apathiques, parce qu'ils sont inconfortables. Et donc, toutes ces raisons-là vont faire que le propriétaire va s'inquiéter et va consulter. Donc au final, tout changement de couleur de l'œil et toute douleur oculaire, de toute façon, ce sont des signes d'inquiétude au niveau ophtalmologique. Est-ce que les propriétaires, tu leur conseilles d'aller voir leur vétérinaire traitant dans un premier temps, ou est-ce qu'il faut directement s'adresser à un spécialiste? Je dirais que les 2 sont une réponse correcte. C'est sûr qu'ils peuvent passer par leur vétérinaire généraliste qui va pouvoir faire un premier examen et mettre en évidence la luxation du cristallin pour le référer de manière adéquate. Ou si les propriétaires sont très inquiets, ont parfois eu une expérience avec un spécialiste, que ce soit un ophtalmologiste ou un autre spécialiste, vont directement se tourner vers le spécialiste. C'est sûr que ça reste une affection qui peut être urgente à prendre en charge. Donc, le plus vite le patient va se rendre au spécialiste, le mieux ça va être. Mais de mon point de vue, je pense que les 2 sont tout à fait adéquates. Et on parlait des chiens qui sont atteints. Est-ce qu'il y a des races de chiens en particulier qui vont être plus fréquemment atteintes? Oui, il y a malheureusement des chiens qui sont prédisposés à avoir une luxation parce que on a des luxations qu'on dit primaires, c'est-à-dire des luxations qui sont d'ordre génétique, héréditaire. Et puis, on pense surtout à tous les chiens du groupe des terriers, notamment le Jack Russell, le Bedlington ou le Bull terrier miniature. Il y en a d'autres aussi qui appartiennent pas nécessairement aux terriers puis qui sont prédisposés. Moi, je pense surtout aux chihuahuas ou aux chiens chinois à crête, qui sont des chiens qu'on voit régulièrement au Québec en tout cas.
Et puis, un petit oublié aussi, c'est le Shar-Pei. Le Shar-Pei, on le connaît pour d'autres problèmes en ophtalmologie, mais c'est un chien qui peut faire des luxations de cristal. Et du coup, les chats aussi peuvent faire des luxations de cristallin? Oui, les chats vont avoir leur propre luxation du cristallin qui sont un peu plus rarement des luxations primaires, bien qu'elles existent. Mais chez le chat, ça va avoir tendance à être des luxations qu'on va dire secondaires. Pourquoi secondaires? Ben, c'est simplement parce qu'il se produit une autre affection dans le globe oculaire qui va avoir une cascade de conséquences qui va mener à la luxation. Puis la première affection chez le chat responsable de la luxation du cristallin va être l'uvéite chronique, donc une inflammation intraoculaire qui existe parfois à bas bruit, donc sans nécessairement des gros signes cliniques, et qui, sur le long terme, va favoriser le déplacement du cristallin. Et chez le chien, donc les luxations primaires, donc il y a des races qui sont prédisposées. Il y a des tests, il y a un test génétique qui est disponible pour mettre en évidence cette mutation. Donc on l'appelle, c'est la mutation ADAMTS17. Dans quel cas, toi, tu vas conseiller aux propriétaires de chiens de réaliser ce test génétique? Et finalement, est-ce que ça se vérifie systématiquement quand un chien va être atteint? Est-ce qu'il va développer forcément une luxation du cristallin? Oui, c'est une excellente question. Puis là, je pense que ma localisation géographique va faire que je vais avoir une réponse plus théorique que pratique que celle que j'utilise tous les jours. Parce que, pour l'anecdote, nous, au Québec, on a moins de Jack Russell et surtout, je pense que d'un point de vue génétique, on a moins de Jack Russell prédisposés à la luxation du cristallin. Donc, en théorie, on sait qu'on a un gène responsable de notre luxation primaire, puis ce gène, il est dit récessif, c'est-à-dire qu'il faut que nos deux parents transmettent à leurs petits ce gène pour que ces petits-là soient atteints. On a aussi le cas où un seul des deux parents va avoir le gène et donc il peut le transmettre à sa descendance, mais la descendance ne va pas nécessairement présenter les signes, mais va quand même porter le gène et pouvoir le transmettre à nouveau. Donc pour pouvoir développer la maladie, il faut être porteur de 2 copies du gène. Ce qui fait que déjà, la première chose dans un cadre d'élevage de chiens qu'on connaît prédisposés à cette affection, l'idéal, c'est de les tester pour essayer d'éviter une transmission et un développement de la maladie. Pour les autres, c'est toujours plus délicat, puis c'est délicat parce que c'est un peu challengeant. C'est une maladie qui va se manifester quand même tard, on parle d'entre 3 et 8 ans à peu près, ce qui fait qu'on a déjà des sujets malades qui peuvent avoir été reproduits et puis surtout, la pertinence de faire le test lorsque la maladie est déjà là est quand même questionnable. Donc, il est fondamental, je pense, de tester des individus dans un cadre de reproduction. Dans un cadre de prévention, c'est toujours, je pense, une question à avoir avec des propriétaires et de voir avec eux dans quoi est-ce qu'ils veulent se lancer, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans le cadre d'un test D'accord. positif. Lors de la luxation de cristallin, finalement, tu as avant que ça se luxe complètement, tu as des prodromes. En fait, il y a une évolution. Ça ne lâche pas complètement d'un seul coup un cristallin. Pour les vétérinaires qui nous écoutent, quels vont être les premiers signes observables au niveau d'un œil, même déjà lors des consultations vaccinales, qui vont pouvoir noter au niveau d'un œil qui est avec un cristallin instable ou avec une subluxation du cristallin? On a quand même plusieurs signes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille qu'une subluxation est présente. Puis c'est des signes qui peuvent être du subtil ou un peu moins subtil et qui vont aussi s'améliorer avec l'expérience puis les examens qu'on va faire. Donc les signes tels que, par exemple, l'augmentation de la mobilité du cristallin, ce qu'on appelle le phacodonésis, c'est quelque chose qu'on peut observer quand même relativement facilement avec le mouvement de la tête ou le mouvement de l'œil. L'augmentation de la mobilité de l'iris. Donc ça s'appelle l'iridodonésis. Ça aussi, ça peut quand même se voir lors d'un examen oculaire, même sans avoir besoin de matériel ultra perfectionné. On peut être capable de détecter ces augmentations de mobilité-là. Ensuite, on peut observer aussi une asymétrie de la profondeur de la chambre antérieure. C'est-à-dire que, étant donné que le cristallin va s'être déplacé, pas nécessairement complètement, la profondeur de la chambre antérieure peut être plus importante dans l'œil pour lequel le cristallin n'est plus à l'exacte bonne place. Aussi, si on dilate la pupille de manière pharmacologique, on peut être capable de voir le bord du cristallin, donc l'équateur, ce qu'on ne devrait pas voir lorsqu'on fait une dilatation pharmacologique en cours d'examen ophtalmologique. En théorie aussi, puis là, je pense que c'est un peu plus subtil, étant donné que certaines zonules vont manquer, le cristallin, au lieu d'être étiré, va avoir tendance à avoir une forme un peu plus globoïde. Là, je pense que c'est quand même un petit peu plus subtil à l'examen.
Autre chose qu'on peut voir aussi lorsque on va avoir dilaté de manière pharmacologique la pupille, c'est le fameux croissant AFAC. Donc, c'est-à-dire une zone dans la pupille où il n'y a plus de cristallin. On voit une espèce de zone brillante, on voit la bordure du cristallin, et puis on a une zone qui en est dépourvue. Cette zone-là, en règle générale, elle est localisée de manière dorsolatérale. Pourquoi? Parce qu'on s'entend bien qu'avec la gravité, le cristallin va avoir tendance à avoir des mouvements plus vers le bas de l'œil. Et puis, deux autres signes qu'on peut observer, c'est des dépôts de fins pigments sur la capsule du cristallin. Pourquoi? Parce qu'un cristallin qui bouge, étant donné qu'il est en étroite relation avec l'iris, les frottements entre l'iris et le cristallin peuvent générer de la libération de pigments, puis ces pigments peuvent se déposer sur la capsule du cristallin. Et puis enfin, dernière chose, c'est que le vitré, qui est normalement localisé derrière le cristallin, et s'il n'y a plus de barrière physique qui l'empêche de venir vers l'avant, ce vitré-là peut venir se déplacer un petit peu en chambre antérieure. Puis comment ça va se manifester? Souvent, moi, j'ai tendance à l'imager comme un peu de la fumée de cigarette, des petites volutes blanchâtres en avant de la pupille. Donc ça peut être des signes qui peuvent nous alerter que, il y a une instabilité du cristallin dans notre œil. C'est super clair, merci. C'est pas pour les petits chiens là-dedans, il était fixe. Attends-nous ici. Et au final, une fois qu'il va réellement basculer, qu'est-ce qui va décider qu'il bascule vers l'avant ou vers l'arrière? Plusieurs choses, et je pense que une des choses, en fait, au début, il peut être très instable et aller vers l'avant, aller vers l'arrière de manière assez régulière en fonction des mouvements de la tête. Ce qui va surtout prédisposer un cristallin à tomber vers l'arrière, c'est une liquéfaction du vitré. Le vitré, comme on disait précédemment, c'est un gel ultra compact et normalement transparent. Et avec l'âge, on a tendance à avoir un vitré qui devient plus liquide, plus blanchâtre aussi, et ce qui fait que ça va favoriser le dépôt du cristallin vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Mais dans les premiers stades de la maladie, on a un cristallin qui peut être ultra mobile, et donc ce déplacement peut se faire aussi bien vers l'avant, vers l'arrière, et pas nécessairement être statique en première intention. Et donc ça, c'est surtout chez le chien. Personnellement, moi, chez le chat, est-ce que tu vois beaucoup de luxation postérieure du cristallin? De manière surprenante, oui. Dans la théorie, parce que pendant ma formation, on parlait beaucoup de luxation et d'un secondaire chez le chat et de deux plutôt antérieurs. Et j'ai eu un bon nombre de chats avec des cristallins luxés de manière primaire et dans le segment postérieur. Donc les deux sont possibles. Dans la théorie, la luxation secondaire antérieure est la plus fréquente chez le chat. Et du coup, le propriétaire, lui, qu'est-ce qu'il va noter quand il va avoir des luxations antérieures? Finalement, c'est ce qui l'interpelle le plus. Même des fois, j'ai l'impression que chez le chat, ils ont une tolérance face à la luxation du cristallin antérieur qui est bien supérieure à celle du chien, tu confirmes? Oui. Puis ça, c'est une question de structure intraoculaire. Le chat a une chambre antérieure, donc l'espace qui est entre la cornée et le cristallin, un espace qui est beaucoup plus grand que ce que le chien va avoir. Ce qui fait qu'il va tolérer un déplacement du cristallin en avant de manière beaucoup plus prolongée. Parfois même des chats qui sont âgés, qui vont avoir une luxation du cristallin, puis pour lequel on va pas vouloir ou pouvoir intervenir, et qui vont avoir un confort quand même très adéquat, qui vont garder leur cristallin à cette place-là. Et en luxation antérieure du cristallin, donc chez le chien par exemple, la conséquence principale, c'est la survenue d'hypertension intraoculaire, de glaucome. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Et qu'est-ce qui explique aussi ce glaucome qu'on va pouvoir constater? Oui, non, le glaucome est vraiment la complication majeure du déplacement du cristallin, puis particulièrement lorsqu'il est localisé dans le segment antérieur. Ce déplacement-là est responsable d'à peu près plus de 2/3, si ce n'est, moi j'ai envie de dire parfois 100% des chiens qui vont développer du glaucome. Puis il y a plusieurs mécanismes. Le premier, c'est que l'humeur aqueuse, qui est le liquide qui est à l'intérieur de l'œil, a vraiment tout un mouvement dans l'œil, que ce soit à partir de sa production jusqu'à son élimination. Ce mouvement-là peut être interrompu par le déplacement du cristallin. Si on explique un petit peu un peu plus facilement, l'humeur aqueuse, donc ce liquide, il est produit par le corps vitré. Le corps vitré, le corps ciliaire. Le corps ciliaire, c'est ce qui est localisé en arrière de l'iris. Cette humeur aqueuse passe ensuite à travers la pupille pour avoir des petits mouvements dans la chambre antérieure et ensuite être évacuée de manière principale par une structure qu'on appelle l'angle iridocornéen.
Lorsque le cristallin se déplace, il peut primairement boucher la pupille. Donc finalement, l'humeur aqueuse est bloquée en arrière de l'iris et n'est plus capable d'avoir ce mouvement vers l'avant. Et ensuite va se développer l'augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil. L'autre chose qui peut se produire, c'est que le cristallin physiquement va boucher ce fameux angle iridocornéen. Et ensuite, secondairement, la pression va augmenter. Et puis un troisième mécanisme aussi, c'est notre fameux petit vitré, notre fameux petit gel compact qui finalement est capable de se déplacer dans l'œil. Ce gel-là, il agit un petit peu comme de la colle, vraiment une structure très gluante et très compacte qui peut venir aller boucher l'angle. Et encore une fois, lorsque l'angle est bouché, la conséquence va être l'augmentation de la pression. T'as une seconde, Franck? Désolé, Cam, mais je suis à la bourre, mon vol parle. Ah! Le chien sans collier appelle la fourrière! Et lorsque la cornée ou la chambre antérieure ont été tellement modifiées par l'inflammation, l'œdème, etc., qu'on n'arrive plus rien à voir à l'intérieur de l'œil, quels examens on peut réaliser pour éventuellement évaluer s'il y a une luxation du cristallin? Alors, c'est vrai que si on a eu des modifications associées à la luxation du cristallin, puis qu'on n'est plus capable d'avoir accès à l'intérieur de l'œil, l'examen de choix va être l'échographie oculaire, parce que ça va nous permettre de bypasser cette opacité-là de la cornée et ça va nous permettre de localiser le cristallin. Et puis, c'est quand même, le cristallin est bien fait parce que le fait qu'il soit entouré de capsules, ça nous permet d'avoir des repères échographiques pour le localiser. Ce qui va faire qu'on va être capable de savoir s'il est localisé antérieurement, postérieurement, ou si on n'a même pas affaire à une luxation du cristallin et que le cristallin est à la bonne place. Lorsque tu as une augmentation de la pression intraoculaire associée avec une luxation du cristallin, est-ce qu'il est intéressant d'utiliser des médicaments pour baisser cette pression ou est-ce qu'il faut forcément recourir à une technique chirurgicale? Alors, ça dépend. On peut avoir une approche conservatrice puis une approche un peu plus agressive. Si la pression est augmentée, mais qu'on a encore un potentiel visuel pour l'œil, définitivement l'approche chirurgicale est recommandée. Si par contre, on a une pression très augmentée, un potentiel visuel de l'œil qui est extrêmement sombre, à ce moment-là, l'approche chirurgicale pour venir retirer par exemple le cristallin va être moins recommandée, puis une autre approche, qu'elle soit médicale ou chirurgicale, va être discutée. Donc finalement, c'est la vision de l'animal au moment où tu l'examines qui va conditionner un petit peu ton choix chirurgical ou ta proposition technique. Oui, définitivement, parce qu'on a plusieurs approches chirurgicales possibles. On s'entend qu'un œil qui présente une luxation de cristallin puis qui est encore visuel va être un œil très bon candidat pour une chirurgie et la chirurgie va offrir le meilleur pronostic pour la vision et pour le confort de l'animal sur le long terme. Et comment est-ce que toi t'apprécies cette vision quand tu vas être en consultation avec l'animal? C'est sûr qu'on peut pas lui demander de lire les petits panneaux comme on va demander à un humain. Mais on va faire ce qu'on appelle la réponse à la menace. On va regarder si l'animal cligne lorsqu'on lui fait un geste menaçant. Et puis parfois, on n'a pas nécessairement un geste menaçant très franc, mais on va aussi se baser sur la sensibilité à la lumière. Est-ce que j'ai ce qu'on appelle le dazzle réflexe, donc le réflexe d'éblouissement. Je mets une forte lumière devant l'œil, l'animal devrait cligner si j'ai encore de la sensibilité et donc une certaine fonction des cellules de la vision. Est-ce que j'ai ce qu'on appelle le réflexe pupillaire consensuel, parce que le cristallin déplacé va empêcher parfois la contraction de l'iris de l'œil affecté, mais il y a une transmission de l'information entre les deux yeux et donc lorsque j'éclaire un œil, la pupille de l'autre œil devrait se contracter. Donc si j'ai affaire à un animal qui présente cette sensibilité à la lumière, qui a encore un réflexe pupillaire consensuel, il peut être un candidat pour la chirurgie et donc après discussion avec les propriétaires, on peut se lancer dans le processus. Lors de la prise en charge chirurgicale de la luxation antérieure du cristallin, il y a deux techniques qui vont être décrites. La technique intracapsulaire qui consiste à enlever en bloc le cristallin en faisant une grande incision et la technique extracapsulaire qui consiste à utiliser l'appareil de phacoemulsification pour extraire le cristallin en deux temps. D'abord la partie interne puis la capsule. Est-ce que toi tu as une préférence? Est-ce que tu as des indications particulières pour ces deux techniques? Oui, je dirais que déjà, dépendamment de l'espèce, j'ai tendance à sortir le cristallin avec la technique d'extraction intracapsulaire chez le chat de manière assez importante. Après, le chien, ça dépend. Je vais utiliser l'une ou l'autre technique en fonction de la localisation de mon cristallin puis de la facilité de l'approche chirurgicale. La majorité du temps, l'extraction intracapsulaire du cristallin, elle est quand même assez facile à mettre en œuvre. L'avantage, c'est qu'elle ne nécessite pas l'appareil à phaco. Son désavantage, c'est justement sa grosse incision qui peut augmenter un petit peu plus le risque de complications post-opératoires.
L'avantage de la phacoémulsification, c'est qu'on a une petite incision, moins de modification de la cornée post-opératoire et parfois même un succès qui peut être un peu plus important et une inflammation intraoculaire parfois même moins importante aussi. Par contre, une technique qui, pour moi, je pense, en fait, est vraiment tributaire de l'expérience du chirurgien parce qu'elle est quand même plus complexe. Et pour avoir eu des cas aussi de basculement du cristallin lors de l'intervention, qu'est-ce que tu conseilles, toi, de faire? Est-ce que tu conseilles de stabiliser ta pupille à l'arrière, en fait, pour éviter que le cristallin ne s'affaisse en chambre postérieure lors de la chirurgie? Oui, si ça fonctionne, j'ai essayé à plusieurs reprises d'utiliser un médicament pour créer un myosis immédiatement préopératoire, pour essayer de bloquer un petit peu mon cristallin, avec un succès variable en fonction de la mobilité possible de l'iris. Je dirais qu'on est proche du 50-50, donc c'est pas la réponse la plus attendue qu'on aimerait avoir. Mais si on peut, moi j'aime bien essayer d'utiliser cette technique pour stabiliser mon cristallin dans la chambre antérieure. Puis oui, ça m'est arrivé moi aussi d'avoir un basculement du cristallin presque immédiatement post-ouverture de la cornée. Parfois, ce que j'essaye de faire, c'est le plus rapidement possible injecter un petit peu de vitré juste en arrière du cristallin pour essayer de le maintenir un petit peu plus antérieurement et éviter ce basculement. Et lorsque ça bascule en postérieur, est-ce que tu as forcément un intérêt de corriger chirurgicalement cela? Est-ce que c'est pas un peu risqué d'aller chercher un cristallin qui s'est basculé dans le vitré? Ouais, là, ça dépend aussi de l'expérience du chirurgien, puis de la préférence individuelle. J'ai tendance à être un petit peu plus conservatrice lorsqu'il tombe en segment postérieur parce que la technique chirurgicale est quand même un petit peu plus difficile et surtout avec un risque de complication un petit peu importante, dans le sens où le but, lorsqu'il est tombé dans le segment du vitré, c'est qu'il faut essayer de le faire flotter antérieurement. Donc, on vient avec du viscoélastique, on vient essayer d'envoyer un petit peu de ce matériel-là en arrière du cristallin pour essayer de le faire flotter vers l'avant. Il faut faire ce qu'on appelle une vitrectomie, donc couper du vitré, le retirer de l'œil, ce qui fait que toutes ces manipulations-là, étant donné qu'on est dans le vitré, donc plus proche de la rétine, peuvent être un petit peu plus à risque de faire ce qu'on appelle un décollement de rétine. Donc, je suis plutôt conservatrice dans mon approche et si le cristallin bascule en arrière, j'ai tendance à le laisser là où il est et à utiliser des moyens médicaux pour favoriser qu'il reste dans le segment postérieur. À condition qu'il n'y ait pas de complications, par exemple glaucomateuses ou autres, mais je crois qu'il y a un peu moins de complications de cet ordre-là lorsque la luxation est postérieure par rapport à l'antérieure. Oui, exactement. Lorsque le cristallin est en arrière, on parle autour de 40% de risque de glaucome secondaire versus on parle presque d'un 75-80% de glaucome secondaire lorsque le cristallin est en avant. Donc vraiment moins de risque lorsque le cristallin est derrière, effectivement. Et lorsqu'on doit intervenir chirurgicalement, est-ce que la vitesse d'intervention a une valeur pronostique en termes de conservation de la vision et, je veux dire, du succès de l'intervention? Oui, parce que la luxation de cristallin est quand même une urgence chirurgicale si on a un patient qui peut être opérable, parce que le plus longtemps on attend, le plus longtemps on a des risques de complications, donc notamment le glaucome secondaire. On peut penser aussi à des modifications de la cornée, le fameux œdème de la cornée qui peut se développer, peut faire qu'on ne serait plus en mesure d'avoir un succès chirurgical adéquat. Donc c'est vraiment une indication chirurgicale pour lequel il faut être rapide. Qu'est-ce qu'on fait de Doug? Il a perdu l'oiseau. Mettez-lui l'entonnoir de la honte. Et au final, le pronostic suite à cette intervention, il est bon? Oui, il est quand même relativement bon et évidemment tributaire des complications présentes préalables. Un chien qui n'a pas encore de glaucome préopératoire qu'on opère, on peut parler d'un 85% de taux de rétention visuelle post-opératoire, ce qui est quand même excellent. Donc, c'est quand même une chirurgie qui a un bon taux de succès, mais ça reste aussi une chirurgie qui va avoir des risques de complications. Puis, c'est ces complications-là qui font qu'on a besoin d'avoir des suivis post-opératoires rigoureux et une médication post-opératoire rigoureuse par le propriétaire. Classiquement, après une opération de luxation du cristallin, qu'est-ce que tu utilises comme molécule? Je vais avoir une utilisation d'anti-inflammatoires, stéroïdiens ou non stéroïdiens, dépendamment du patient, topiques et systémiques. Et puis, je vais utiliser aussi, dans un premier temps, quand même des molécules pour contrôler ma pression intraoculaire.
quand bien même elle va être normale en préopératoire, j'aime bien avoir une petite période post-opératoire pendant laquelle je les utilise. J'aime beaucoup les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique en péropératoire. Et puis, si à un moment donné la pression va bien, je vais essayer tranquillement de sevrer cette médication. Et à titre préventif, est-ce qu'il y a des techniques chirurgicales préventives ou des traitements préventifs, une fois qu'on a opéré un premier œil, avec un animal qui a une prédisposition raciale ou éventuellement des mécanismes inflammatoires qui peuvent être bilatéraux? Est-ce que tu as des préconisations par rapport à ça? Oui, c'est sûr que la première recommandation, c'est si on a diagnostiqué une luxation sur un œil, l'examen de l'œil contralatéral est fondamental pour essayer de détecter si on a déjà des signes précoces d'instabilité. Puis là, en cas de signes précoces d'instabilité, on a possibilité de réaliser, par exemple, une chirurgie pour retirer le cristallin de manière préventive. C'est sûr que parfois, on va intervenir sur un cristallin pas nécessairement extrêmement instable, mais ça va permettre d'éviter que ce cristallin se déplace vers l'avant de l'œil si jamais c'est un animal qui est prédisposé. Donc, on peut venir casser, rompre chirurgicalement les onules qui entourent le cristallin, faire ce qu'on appelle un retrait du cristallin et implanter ensuite une lentille artificielle qu'on peut venir suturer, par exemple, à l'ensemble de la structure fibreuse de l'œil, ou on peut même faire une phacoémulsification avec l'implantation de ce qu'on appelle un anneau intracapsulaire pour venir stabiliser le sac. Donc, on est préventif. C'est sûr que ça peut paraître un petit peu invasif d'aller vers cette procédure-là, mais c'est quelque chose qu'on peut recommander sur un chien qui a une légère instabilité du cristallin ou un chien qui peut y être prédisposé. Ou bien, on peut aller vers une gestion davantage médicale. On sait qu'il y a une instabilité du cristallin. On peut essayer de favoriser une pupille à garder en myosis pour éviter un basculement vers l'avant de l'œil. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place, ou à minima, au moins un suivi relativement régulier pour évaluer si les signes d'instabilité augmentent dans l'œil affecté. Tu me parlais en fait des implants de chambre antérieure. Tu as tendance à les utiliser en post-opératoire de la luxation du cristallin. Est-ce que tu les mets en place systématiquement? Est-ce que tu en mets des fois en place de manière différée par rapport à ta première chirurgie? Les deux. Parfois, je vais les mettre en place tout de suite parce que le candidat le permet. Parfois, je vais attendre un petit peu pour voir comment est-ce que l'œil va réagir à la chirurgie d'extraction du cristallin, et en cas de stabilité de la pression, en cas de chien confortable, dans un second temps, on peut implanter cette lentille-là, et puis aussi en fonction du propriétaire et de son budget. Quels sont les pièges finalement à éviter pour nos confrères qui nous écoutent, et nos confrères et nos consoeurs, pour pas se faire prendre au piège de la luxation du cristallin? Je dirais la première chose, c'est de ne pas confondre, puis ça va paraître bateau, mais ne pas confondre vitesse et précipitation, parce que on va avoir tendance à toujours se focaliser sur l'œil qui est affecté et on va pas nécessairement porter attention de manière assez précise à l'œil contralatéral, alors que finalement c'est fondamental d'y faire attention pour le prendre en charge de manière plus précoce que l'œil qui va avoir eu la luxation. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de ne pas négliger tout le père et post-opératoire en cas de chirurgie et d'avoir un suivi post-opératoire le plus rigoureux possible pour prévenir et gérer les complications qui sont quand même possibles après cette chirurgie. Il faut que tu aies confiance en moi. Je termine toujours par la dernière question que j'aime bien poser aux interviewés. Ça fait plus d'une dizaine d'années que tu es vétérinaire maintenant. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter en fait en lien avec ton métier de vétérinaire? Oui, j'en ai quelques-unes, mais c'est drôle parce que les anecdotes qui sont en lien avec le fait d'être vétérinaire sont surtout liées au fait que je sois une Française qui exerce au Québec. Il y en a une qui me vient souvent en tête quand on me demande s'il s'est passé des choses drôles dans mon métier de tous les jours. Puis j'ai des propriétaires qui sont venus d'assez loin, qui ont fait 6 heures de route à peu près pour venir me voir, puis qui rentrent dans la salle, je commence l'examen, on éteint les lumières, c'est très silencieux, puis tout d'un coup, le monsieur s'exprime et me dit «Ah, faut que je vous dise, je m'attendais pas du tout à ça pour une ophtalmologiste». J'ai dit «Ah bon?» Il m'a dit «Oui, moi, une ophtalmologiste qui s'appelle Cécile, je m'attendais à une vieille grincheuse». Et donc, je rallume la lumière, puis le monsieur me regarde et me dit «Vous êtes pas du tout une vieille grincheuse».
Donc, j'ai trouvé ça vraiment très mignon comme histoire. Puis, c'est quelque chose qui me fait sourire à chaque fois que j'y pense. Donc, ça serait à peu près ça comme anecdote, je pense. C'est dommage que tu fasses ces examens dans l'obscurité. Oui, oui. Sûrement. Bon, en tout cas, je tiens vraiment à te remercier pour cet échange qui était super intéressant. Je pense que les auditeurs se sont régalés. Je rappelle que donc Cécile Briffaut, vous pouvez la retrouver au centre vétérinaire Rive-Sud, donc près de Montréal. Donc si vous avez un problème avec les yeux de votre animal, que vous vivez au Québec, n'hésitez pas. Un grand merci à toi, Cécile. Un grand merci, Bertrand. Et à bientôt. Aujourd'hui, on a vu avec Cécile Briffaut que la désinsertion du cristallin de ses fibres zonulaires est à l'origine d'une luxation du cristallin. Celle-ci survient soit consécutivement à une anomalie de développement de la zonule, soit à sa dégénérescence, soit enfin à sa rupture traumatique, même si c'est beaucoup plus rare. On parle de luxation au sens strict lorsque la désinsertion cristallinienne est complète, de subluxation lorsqu'elle est partielle. La plupart des subluxations se fait en direction ventrale et laisse alors apparaître un croissant aphaque dorsal. La luxation peut être primaire ou secondaire car consécutive à une autre affection oculaire qui prédispose à la rupture zonulaire comme les uvéites antérieures et moyennes, glaucome, cinérèse vitréenne et encore traumatisme. Elle pourra s'accompagner des signes cliniques observables suivants: œdème cornéen stromal lié au frottement du cristallin sur l'endothélium cornéen ou éventuellement un glaucome induit par l'appui du cristallin luxé sur l'angle iridocornéen, une uvéite avec une inflammation marquée de l'iris et une chambre antérieure qui paraîtra troublée. Les signes précoces de rupture zonulaire partielle sont un tremblement du cristallin, on appelle ça un phacodonésis, et éventuellement d'un tremblement de l'iris, on appelle ça un iridodonésis, qui accompagne les mouvements du globe oculaire, ainsi que la présence de flocula vitréen en chambre antérieure, c'est ce qu'on appelle une issue de vitrée. La pression intraoculaire pourrait être modifiée soit dans le sens d'une baisse de la pression intraoculaire en cas d'uvéite antérieure ou moyenne, ou dans le sens d'une élévation lors de glaucome ou d'uvéite hypertensive. La plupart des races canines du groupe des terriers sont prédisposées à la luxation primaire du cristallin. Un test génétique est disponible pour savoir si son chien est porteur de l'anomalie. Dans certaines races, la luxation primaire du cristallin est décrite, mais la mutation causale reste inconnue, comme chez l'épagnol breton et le charpais. Chez le chat, les luxations cristalliniennes sont très majoritairement post-inflammatoires. La luxation primaire est sporadiquement décrite chez le Maine Coon et chez certains chats européens. Le diagnostic de la luxation antérieure et de la subluxation du cristallin repose sur les éléments de l'examen clinique. L'œdème cornéen et l'inconfort du patient peuvent compliquer l'examen. L'échographie permet alors de confirmer le diagnostic. La présence de flocula vitréen en chambre antérieure permettra de suspecter une instabilité du cristallin liée à une fragilité zonulaire. Le traitement de la subluxation du cristallin pourrait être médical avec des anti-inflammatoires et des hypotenseurs topiques, mais plus souvent chirurgical par extraction du cristallin. Des complications de phacoexérèse telles que l'uvéite chronique, le décollement rétinien ou le glaucome ne sont pas rares. L'usage d'agents myotiques topiques, analogues des prostaglandines, pour l'œil contralatéral peut être utile afin de limiter le risque de déplacement du cristallin à Delphes. Des contrôles réguliers sont la règle. On se retrouve dans un mois avec le docteur Amandine Bessona qui nous expliquera pourquoi les poils de nos poilus peuvent être gênants pour leurs yeux. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à noter et partager cet épisode si vous l'avez trouvé intéressant. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de L'Œil au Clébard. D'ici là, prenez soin de vous et des yeux de vos compagnons à quatre pattes. Au revoir.